Élise Rion, donc oui, je suis la présidente de Young European Leadership. Donc on est une organisation non gouvernementale au niveau européen. Nous sommes donc non partisans. Et l'idée, en fait, c'est de donner, c'est empower the youth. Donc c'est donner non pas une voix, mais donner une plateforme aux jeunes qui ont cette voix, qui cherchent juste un moyen de la faire entendre. Et donc nous, notre rôle à Young European Leadership, c'est vraiment de leur donner cette plateforme. Donc comment on le fait ? En fait, on recrute des délégations de jeunes Européens, donc de toute l'Union européenne et même des fois au-delà, et on les envoie à des événements internationaux qui, en général, ne sont pas accessibles aux jeunes. Donc par exemple, nous sommes allés à la COP 26 il n'y a pas si longtemps. Nous recrutons aussi les délégations jeunes du G7 et du G20 des jeunes, qui est donc un groupe d'engagement en amont du G7 et du G20, et donc tous ces jeunes font des recommandations aux leaders. Et donc voilà, on essaie de leur donner une voix au travers de ces moyens. Donc voilà, donc je suis très fière d'être ici, de présenter ce projet et de pouvoir en parler avec Gilles aussi, et peut-être représenter la voix de la jeunesse de par cette expérience. Et alors, qu'est-ce qui fait que justement, cette plateforme, elle est dédiée à des sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, des solutions pour la planète, ou bien c'est la voix des jeunes, ou alors est-ce que c'est parce que les voix des jeunes qui ont envie d'être portées portent toutes sur ce sujet finalement ? Comment... Oui, c'est vrai, il y a une claire convergence dans tous les sommets ou dans tous les événements auxquels on envoie des jeunes. L'environnement, bien sûr, est un sujet récurrent. Après Young European Leadership, on essaie d'avoir une diversité de sujets pour que le plus de jeunes possible, avec des intérêts différents, puissent s'exprimer. Mais voilà, par exemple, le G7, le G20 des jeunes, ça fait maintenant quelques années, voire plus d'une décennie, que l'environnement est un sujet qui revient à chaque G7, chaque G20, et donc chez nous aussi, et on peut voir ici une continuité. Donc, et en tant que Young European Leadership, on essaie de s'engager sur ce sujet, parce que bien sûr c'est un sujet primordial pour la jeunesse. Et puis alors juste une petite dernière question de présentation, hein, Gilles, t'inquiète pas, c'est juste pour faire connaissance. Eh bien, comment vous en êtes arrivé là, à cette place-là ? Qu'est-ce qui a fait votre parcours ? Et peut-être même aussi, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier aujourd'hui ? Oh, alors très intéressant. Déjà, comment j'en suis arrivée ici, c'est grâce à une membre de mon équipe, donc à Young European Leadership, qui a été à la COP 26 avec Young European Leadership, mais aussi elle a fait Youth for Climate en amont. Donc vraiment la COP 26 pour les jeunes, parce qu'il y a aussi une COP 26 pour les jeunes qui n'est pas la même conférence que COP 26. Et elle a rencontré quelqu'un du World Impact Forum, et apparemment elle m'a bien vendu, puisque maintenant je suis ici aujourd'hui avec vous. Donc voilà, et en fait ce qui est intéressant aussi, c'est que nous sommes en fait que des volontaires. Donc moi je suis à Young European Leadership depuis 5 ans en tant que volontaire, et donc là je suis en dernière année d'affaires européennes, master affaires européennes à Paris, en alternance à Schneider Electric, qui a été notamment nommée l'entreprise la plus durable au monde cette année par Corporate Knights. Donc je continue aussi mon engagement dans le milieu professionnel et dans l'industrie. Bon, mais merci beaucoup d'être là. Gilles, qui n'était pas là quand j'ai présenté Gilles tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas encore qui est Gilles Boeuf ? Super, tout le monde te connaît. Donc on va pas reprendre tout le truc. En tout cas, moi je suis très fière que tu sois là. Et ce que j'aime chez Gilles Boeuf, c'est quand il nous raconte aussi justement son émerveillement du vivant, parce qu'il le raconte très très bien. Et du coup, c'est cet émerveillement-là, évidemment, qui est le terreau de tous tes combats, on va dire, même si tu es un combattant pacifiste, hein, toujours, mais énergique. Si on m'embête trop, je peux me mordre. Ouais, tu peux mordre quand même, hein, voilà. Donc énergique. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur ce sujet de ce dernier temps des sciences, voilà, de la société, de notre rapport en tant que société à la science aujourd'hui et aux sciences du vivant en particulier? Tout à l'heure, je disais qu'il y a 2 semaines, on célébrait le bicentenaire de l'Académie nationale de médecine. Déjà, première remarque, c'est que des vieux monsieur. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas de femmes. Ça fait rien. La matinée était consacrée à la déconfiance dans la science. Alors, pour que les grands médecins de l'Académie acceptent de reconnaître qu'aujourd'hui la science est malmenée, c'est quand même pas mal. Et l'après-midi, c'était comment on recrée une reconfiance dans la science. Alors d'abord, je veux dire une assertion qui est fondamentale dans tout ce qu'on entend en ce moment. La science n'est pas une opinion. Voilà. Ça, il faut qu'on le hurle tous, les jeunes, bien évidemment. Hein. On n'entend que des opinions en ce moment. Écoutez le programme politique de nos candidats à la présidentielle.
vous avez des séries d'opinions basées sur absolument aucun fait calculé, travaillé, présenté, évalué par d'autres. C'est que des opinions. Bon, moi, je pense que c'est comme ça. Je suis contre ceci, contre cela, pour cela. La chloroquine de Raoult, ça marche contre le Covid, on n'en sait rien. C'est que des choses comme ça, en fait. Et ça, pour un scientifique, c'est très compliqué. Et on devait avoir notre ami Étienne Klein avec nous qui disait il y a quelque temps, le drame depuis 2 ans, c'est qu'on a confondu 2 aspects sur la science en marche et la science établie. Sans science établie, on ne serait pas en train de piloter un petit rover sur Mars en ce moment, c'est merveilleux. Hein, c'est de la high-tech, ça marche. Si ça marche, c'est que ce qu'on a fait avant n'était pas si stupide que ça, bien évidemment. Mais je vais revenir à ce que disait mon vieux maître Edgar Morin, dont je parlais tout à l'heure. Edgar a eu 100 ans cette année, 100 ans. Le 8 juillet, il était né le 8 juillet 1921. Et il disait au président Macron, au mois de juillet, vous savez, monsieur le président, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique. Il est l'usage que l'on en fait. Et ça, pour nos jeunes, c'est absolument essentiel. Alors, qu'on teste durant une époque de pandémie des médicaments, mais bien sûr que oui, il faut le faire, évidemment. On est en urgence absolue, on y va. Si les résultats sont bien validés, bien présentés, bien travaillés, allons-y. Mais après, c'est le discours qui vient derrière qui pose problème, évidemment. Alors, je ne vais pas revenir sur les confinements, fallait-il en faire ou pas, on peut en discuter. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a aucune base scientifique pour dire qu'il faut un couvre-feu à 18h, à 19h ou à 20h. Hein. Ça, c'est du pipeau, ce sont des opinions, ce n'est pas de la science qui dit ça. Par contre, le seul moment où je me suis vraiment fâché avec eux, il y en a eu 2 dans la commission du président, ça a été que, c'était que des médecins urgentistes qui en faisaient partie de la commission. Il y avait un sociologue, on manquait de sociologues, on manquait effectivement d'anthropologues. Un Edgar Morin aurait fait merveille dans un tel comité. Pas un seul vétérinaire. Là, je vais être formel. Je ne suis pas souvent formel, mais quand on peut le dire, le coronavirus 19 est un virus de chauve-souris qui s'appelle Rhinolophus affinis, qui vit dans des grottes de Chine et du Cambodge, à 1500 km de Wuhan. Donc il y a bien des humains qui sont allés les chercher dans leur grotte, il fallait leur foutre la paix à ces chauves-souris, et qui l'ont ramené. Que ce soit passé par un marché après ou un laboratoire, peu importe, hein, c'est l'humain. L'humain n'a pas inventé ce virus. L'humain a créé les conditions, d'abord de son occurrence, il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, deuxièmement de sa dissémination partout. Donc pour répondre à la question que tu me poses ce soir, c'est quand est-ce qu'on remet un peu de la science dans nos débats ? Je ne voudrais pas d'un pays dirigé par la science. Ça ne marche pas. Il y a trop d'écoles, de querelles, de chapelles. Un autre débat que j'ai eu avec Edgar Morin, qui me plaisait beaucoup il y a 2 ans, c'était est-ce que la controverse scientifique est utile au débat public ? Bien sûr que oui, mais pas la polémique. Nous sommes partis uniquement dans la polémique. À un moment, on avait un match de foot Marseille-Paris pour parler de la pathogénicité du coronavirus 19. Donc, et qu'est-ce qui fait ce petit virus ? J'arrête là-dessus sur lui. Pour moi, il m'émerveille aussi, tu vois, parce qu'il révèle nos fragilités. Il a 15 gènes, 15. On en a tous ici 29 000. Hein. Mariam, on a le même nombre de gènes, 29 000, les filles et les garçons. Il en a 15. Et franchement, je dirais, il nous emmerde beaucoup en ce moment, hein, si on va jusqu'au bout. Hein. On n'a pas l'air fin avec nos masques. Regardez de quoi on a l'air, parce que des crétins sont allés chercher des chauves-souris dans les grottes chinoises, les ont ramenés à Wuhan et ont créé les conditions de son apparition, de sa dissémination. Voilà. Et c'est là que je hurle, on ne savait pas, mais bien sûr qu'on savait. Il n'y a pas que Gilles Boeuf qui a écrit là-dessus, j'ai plein d'amis. Relisez le document du Comité consultatif national d'éthique de 2009. Il raconte exactement ce qui va arriver. Un virus de chauve-souris venu de Chine. Et puis là, on me dit, bon, comment ça va se passer avec celui-là ? De toute façon, comme on repart là, on va s'en prendre une autre. Hein. Peut-être qu'il tuera les jeunes la prochaine fois. Donc voilà le cri que je pousse aujourd'hui. On ne tient pas compte, effectivement, des avertissements qu'on avait donnés depuis très longtemps. Hein. Je vois Jean-Charles dans la salle, on a travaillé sur des tas de questions de physiologie de base. Bien sûr que l'humain est en plein dedans. Tout à l'heure, je disais, un humain, c'est un petit océan au sein de chacun d'entre nous. On a plus de bactéries dans nous et sur nous. Regardez comme on est joli. Hein. On est bourré de bactéries. Hein. On serait moche comme tous sans bactéries. Les trous de nez, les cheveux, notre lit. On a oublié ça. Et dans ce que disait mon ami de la fabrique Spinoza tout à l'heure, je disais aussi, on a oublié qu'on était vivant. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui réharmoniser l'humain avec son environnement, lui faire admettre qu'il n'est pas à côté, mais dedans. Je m'intéresse beaucoup au sport de haut niveau. La température, voilà un événement tout bête qu'on calcule facilement dans le changement climatique. C'est plus facile à mesurer que la biodiversité. J'ai regardé tous les records du monde d'athlétisme, j'aime bien ça. Alors un saut, le 800 mètres, le saut en hauteur, le lancement du poids.
c'est extrêmement température dépendant. Hein. Les records du monde ne se battent pas à 3 degrés et ils ne se battent pas à 30 degrés. Même l'humain, très thermorégulé, est très dépendant de la température. Je prends un facteur très simple comme celui-là. Et c'est là qu'aujourd'hui, en reprenant des arguments sur de la science et de l'émerveillement, je pourrais vous raconter des histoires de calmars et de pieuvres à l'infini. Je n'en mange plus depuis bien longtemps. Ça a beaucoup trop beaux yeux et c'est beaucoup trop malin pour qu'on les bouffe, en fait. Hein. Donc, ça change beaucoup au niveau des mentalités. Et ce que je dis à mes jeunes aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas passer notre temps à les désespérer. Tout à l'heure, notre ami parlait d'éco-anxiété. Vous savez ce qu'elles me disent, mes jeunes filles, à Sciences Po Paris, hein, je fais 12 heures à Sciences Po à Paris, eh bien, on ne fera pas de bébé. Et ça me bouleverse complètement. Nous, on en a fait beaucoup trop durant ma génération. Attendez, moi je me rappelle à la Pointe-Bretonne où j'ai été élevé dans les années 70, 8, 9, 10 enfants par femme, c'était pas rare. Et maintenant on me dit c'est la faute des femmes africaines qui font trop de mômes. Attendez, il faut savoir ce qu'on veut bien évidemment, hein, durant ces fameuses glorieuses. Et bien on est revenu à quelque chose où, sans prendre part du tout à la réflexion sur l'impact que ça allait avoir, et on a créé la situation actuelle. Et elle ne doit pas être désespérante pour nos jeunes, mais elle est pour le moins préoccupante. J'aime bien parler d'intranquillité. Parce que sinon, si je vais vers l'éco-anxiété ou la terreur, je paralyse. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire sans eux. D'un autre côté, je vais dire une chose importante qu'on me dit souvent. Ben nous, on a raté, les jeunes vont réussir. Non, on n'a pas le temps d'attendre une génération. Je vous assure que ça va entrer dans des conditions très compliquées bien avant la fin de notre vie à nous. C'est un échange complet entre nos jeunes. Alors, il y a une grosse injustice, parce que ce ne sont pas eux qui ont créé cette situation, encore moins les pays en voie de développement. Hein. Tout à l'heure, on parlait des durées de vie. La durée de vie en France, en ce moment, c'est 84 ans pour les femmes, 80 pour les garçons. Et depuis 10 ans, c'est au taquet. Depuis 12 ans, c'est au taquet. On ne vit pas plus longtemps. Il y a de plus en plus de centenaires, mais il n'y a pas de gens qui vont dépasser ce qu'a vécu Jeanne Calment, hein, 122 ans et 164 jours. Voilà. Alors, c'est quoi le calcul du progrès? C'est le calcul, effectivement, du changement. Et je finirai sur de la philosophie de mon ami Frédéric Worms. Frédéric, il a la chaire de philosophie à l'École normale supérieure. Lisez-le, c'est un type génial. Il disait récemment, le mot progrès a disparu. Écoutez les médias, lisez des articles, il n'existe plus le mot progrès. On a remplacé par innovation, on fait de l'innovation. Parce que le progrès est trop entaché de toutes ces saletés qu'on a produites, hein, des pesticides, des excédents de pétrole, des problèmes de déforestation, de surpêche. C'est ça, en fait. Donc, on a un peu honte de ça, donc le mot a été oublié. Est-ce que par innovation, on va changer quelque chose? Et pour moi, aujourd'hui, le système de résolution de nos problèmes, il a 4 piliers. Hein. D'abord, la science, pas les opinions, on est d'accord, hein, la science. Deuxièmement, la politique, laquelle? L'écologie n'est pas du tout l'apanage des écologistes. Hein. Tout le monde doit faire de l'écologie aujourd'hui, c'est très important. Troisièmement, vous, les citoyens, les ONG, heureusement qu'on les a avec nous, hein, comme notre ami ici. Et je vais vous surprendre, hein, l'entreprise. Si, effectivement, demain, on n'arrive pas à convaincre le monde de l'entreprise, alors qu'on le veuille ou pas, on est dans un système capitaliste trop libéral, ça c'est clair. La loi du marché, il faut l'encadrer. Un marché pas encadré, il a amené à cette injustice sociale que l'on vit aujourd'hui. Hein. Eh bien, l'entreprise doit s'emparer de ces questions-là. D'abord, pour une raison très triviale, leur business sera plus possible si tout part en morceaux avec le climat qui déraille et puis le vivant qui s'effondre. Et deuxièmement, l'entreprise, maintenant à mission, doit avoir pour objectif de faire du profit raisonnablement. Un profit jamais construit sur la destruction ou la surexploitation de la nature. On est bien d'accord, hein? Un profit pour créer de l'emploi pour nos jeunes, bien sûr. Hein. Eh bien, si on arrive à faire ça, je pense qu'effectivement, on pourra s'en sortir. Mais pour ça, il faut absolument changer les mentalités très profondément. Merci. Gilles? Alors, Louise, tu as vu, hein, Gilles, c'est un passionné, il est passionnant. Oui. Et alors, surtout, si tu veux, on va faire peut-être comme à l'école, si tu veux intervenir. Mais moi, j'ai une question, sauf si tu veux évidemment réagir directement, mais j'ai une question. Est-ce qu'au travers des différents engagements auxquels vous assistez, là, en tant que collectif, et auxquels vous contribuez, dans lesquels vous vous impliquez, est-ce que tu as l'impression qu'effectivement, ça fait bouger les lignes, enfin que la présence de ce collectif, de ces délégations de jeunes, compte et entendu, a un impact? Oui, alors ça va me permettre aussi de revenir sur ce que disait Gilles sur l'éco-anxiété des jeunes, hein, qui est un vrai phénomène aujourd'hui et que je déplore, mais qui est réel. En effet, nous, on essaye vraiment de pousser les jeunes pour qu'ils aient une voix, pour qu'ils se fassent entendre. Mais on voit très bien que, par exemple, moi, les délégués qui ont été à la COP26 à Glasgow,
Ils sont revenus avec un peu d'espoir, mais aussi beaucoup de déception. Parce que les jeunes, en fait, on les invite, on les laisse participer à des workshops, mais ils ne sont pas du tout dans les négociations. En fait, on les met un peu sur le côté, et les jeunes sont revenus avec ce sentiment d'avoir été mis sur le côté et de ne pas avoir servi à grand-chose. Et c'est de là aussi d'où vient cette éco-anxiété. En fait, les jeunes d'aujourd'hui, on veut agir, on aimerait agir, mais on a l'impression qu'on est impuissant, en fait. On a une impuissance parce qu'on n'a pas l'impression que c'est fait à notre niveau, on n'a pas l'impression que notre voix est entendue. On a beau faire Fridays for Future tous les vendredis, ça ne change pas grand-chose. On a beau aller à des réunions, à des sommets internationaux, ça ne change pas grand-chose. Et quand on voit aujourd'hui l'état de l'accord de Paris, y a pas, on évolue bien sûr, mais pour nous ça ne va pas assez vite. Soit les États-Unis n'y sont plus, reviennent. Là, la COP26, l'Inde et la Chine n'étaient même pas présents. Et on se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible aujourd'hui? Et ça encore, c'est pas à notre niveau. Nous, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut écrire des articles, on peut participer à des forums, des sommets internationaux, mais à la fin, c'est pas nous qui prenons les décisions. Et on a l'impression de ne pas être entendu. Et je pense que c'est aussi d'ici que vient l'éco-anxiété, parce qu'on a l'impression que notre avenir n'est pas entre nos mains, alors que c'est nous qui allons subir les conséquences de ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est là aussi d'où vient, je pense, en revenant à la science et le rôle de la science dans cette transition. Je pense que vraiment, il y a un mot dans notre société en général et chez les jeunes aujourd'hui, c'est vraiment la défiance. La défiance qu'on a globalement pour notre structure de société, qu'elle soit capitaliste, libéraliste ou autre, défiance envers la classe politique, défiance envers les sciences. On voit bien avec le Covid, il n'y a pas que les jeunes qui se posent des questions, il y a aussi toute la société. Quand le vaccin est arrivé, la science a fait son travail. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui, même s'ils sont vaccinés avec 2 shots, aujourd'hui, le 3e, ils se disent « bon, je vais attendre un petit peu ». Alors que, en fait, c'est une remise en question constante des faits qui nous sont imposés. Et c'est pas que des jeunes, c'est un problème de société en général. Et ça, je pense, parce qu'on n'est pas assez entendu. Et dans une démocratie, je pense que ce soit les jeunes ou les citoyens, on aimerait être plus entendus qu'aujourd'hui. Ok, et alors moi là j'y vais un peu de mon écoute empirique sur ce que j'entends. Et les jeunes qui donc participent à ces délégations pour changer le monde en quelque sorte, comment est-ce qu'ils pourraient être acteurs là où ils sont aussi sur des écosystèmes sur lesquels ils ont plus la main? Parce que la difficulté c'est de s'attaquer au monde entier, c'est quand même une très très grosse machine. Et je pense que le sentiment d'impuissance, il est vite arrivé, il est vite venu en effet. Et je suis pas sûre d'ailleurs qu'il soit si étranger que ça à bon nombre de personnages politiques engagés non plus, y compris chez les adultes, c'est pas simple. Donc souvent pour remédier, déjà une des choses c'est de diminuer la taille de l'écosystème dans lequel on va agir finalement. Peut-être regarder de plus en plus local. Enfin, comment est-ce qu'au sein de votre structure, Young European Leadership, oui. Merci, eh bien vous œuvrez aussi, très localement, comme ça, sur les territoires? Il y a des choses qui sont faites dans ce sens ou oui, pas plus que ça? En fait, nous, on est vraiment basé. Déjà, on est une association européenne. Donc, en fait, de base, dans notre nature, on est assez loin des aspects locaux. C'est quelque chose qu'on aimerait bien développer, bien sûr. Mais je pense que, donc à notre niveau, je pense que c'est plus difficile. Nous, justement, on est sur cette idée d'envoyer les jeunes là où ça se passe et là où on peut influencer les décisions politiques, en fait, qui sont prises. Par contre, je suis d'accord avec vous qu'en tant qu'individu, en tant que citoyen, qu'on soit jeune ou non, on a le pouvoir de faire changer les choses, de changer notre consommation, de faire plus d'attention ou même d'aller aussi s'inscrire dans des ONG locales qui font des actions, qui vont ramasser des déchets sur la plage ou autre. Et là, on peut voir concrètement un élan de solidarité et une action concrète qui a un impact. Mais c'est vrai que nous, à Young European Leadership, on est plus basé sur la sphère internationale et européenne. Et de ce côté-là, on milite un petit peu pour plusieurs actions. Moi, je suis vraiment étonnée que la France, par exemple, on n'ait pas de jeunes envoyés aux Nations Unies. En fait, c'est un programme UN Youth
Et chaque pays des Nations Unies élit ou nomme un jeune qui représente ce pays aux Nations Unies pendant 1 an, et la France n'en a pas. Et moi, à l'époque, j'avais participé donc au G7 des jeunes qui était à Paris. J'avais rencontré Gabriel Attal et je lui en avais parlé directement. Et en gros, on m'avait répondu qu'on ne savait pas vraiment quel ministère devait prendre la charge de ce projet. Et donc, bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Alors qu'on est la France, on est quand même engagé pour le climat, même si on pourrait l'être plus, alors que d'autres pays, au niveau de la jeunesse, sont moins engagés. Donc je pense que ça, c'est un premier point. Un deuxième point pour lequel on milite, c'est d'avoir vraiment les jeunes, donc au niveau de la prise de décision. On voit au Canada, par exemple, il y a, auprès de Justin Trudeau, il y a directement un conseil de la jeunesse qui conseille le président sur des sujets multiples, mais notamment sur la jeunesse. Et ça, on l'a pas en France et on ne l'a pas non plus au niveau européen. Alors que c'est quelque chose aussi, je pense, d'assez simple à mettre en place. On pourrait avoir un représentant jeune par pays de l'Union européenne, renouvelé tous les ans, et aller directement à la Commission européenne, au Conseil de l'UE, pour avoir vraiment la voix de la jeunesse et leurs perspectives écoutées et vraiment que ce soit représenté, quoi. Voilà, tout à fait. Okay. Ah. Bah, merci. Il y a des jeunes là-bas, au fond de la salle. Bah ouais, super, c'est normal que ce soit représentatif, ouais. Oui, je pense qu'il y a des problèmes administratifs et oui, des de fois, pouvoir, j'ai l'impression. Alors Gilles, tu réagissais en disant c'est très français ça, alors, parce qu'on ne sait pas à quel ministère, ça, on va l'associer, etc. Alors du coup, on ne fait pas. Tout à l'heure, je vous dis, j'ai démarré ma vie scientifique sur les saumons. Le pauvre saumon, il passe sous le ministère de la Mer, de l'Agriculture, de l'Environnement, la délégation aux pêches. Il ne sait pas où il est. Hein. En France, on a tous saucissonné. J'avais dit un jour au président Macron, et à son prédécesseur aussi, il nous faudrait en France un seul ministère qui serait Agriculture, Environnement, Énergie et Pêche. Si on faisait ça, ça changerait beaucoup de choses. Moi, j'ai passé 2 ans en ministère, on passe son temps à se bouffer le nez avec l'agriculture, c'est évident, hein, et puis avec les pêches. Hein. Donc c'est vrai que ça ne marche pas du tout comme ça. Moi, sur les jeunes, je les pratique beaucoup, puisque je suis enseignant. Je crois que je dois être le seul à enseigner dans autant d'écoles différentes, hein, à l'université, en médecine, dans les écoles vétérinaires, à l'agro, en écologie à Jussieu, à HEC, à Kedge, je suis également à Sciences Po Paris, évidemment. Je suis aussi à l'école des mines, à l'école centrale, à Supélec. Le problème, c'est que si on ne s'en occupe pas, j'écoute mon ami à côté, ils vont se radicaliser. Hein. On ne va pas attendre indéfiniment. On ne peut pas. Il y a une urgence absolue. Et moi, je ne peux plus supporter aujourd'hui un monde politique. Et ce qui est curieux, c'est qu'on ne dit plus dans les entreprises aujourd'hui. Hein. Gilles, on t'aime bien, on t'invite, le climat c'est bien, la biodiversité c'est bien, on t'écoute bien, mais on verra ça plus tard. C'est ce qu'on me dit partout au niveau politique en fait. Hein. Et en France, je suis désolé, quel homme politique en ce moment nous parle de l'environnement? Même les Verts, ils n'en parlent pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi je comprends lire de la jeunesse qui nous dit, mais je connais bien Greta Thunberg, je connais bien son homologue française, hein, Camille Etienne, c'était mon étudiante à Sciences Po il y a 2 ans. Ben, c'est évident qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et puis l'urgence, elle est encore plus importante le lendemain et le lendemain et le lendemain. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pratiquement pour prendre en considération ces questions-là? Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le local, il ne faut pas oublier que d'abord, les questions sont d'abord locales. Hein. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas intéresser un Français si on ne démarre pas sur sa baie, sur son champ, sur sa forêt, près de chez lui. Il va connaître les insectes qui vivent autour de chez lui. Alors, il faut aussi, pour le climat, c'est clair qu'on est absolument mondial. Alors, on disait avec Jacques Weber, mon ami, grand économiste qui m'a formé, il me disait, c'est le glocal. Hein. Oui, comment on passe du local au global. Et c'est très compliqué. Mais en même temps, c'est très, comment ça s'appelle, holomorphique. Enfin, c'est-à-dire que le détail est dans le tout. Hein. Complètement. À la fois, si on retrouve dans le local la même complexité, à une taille, voilà, c'est clair, mais au départ, c'est quand même, si on veut convaincre des gens, on en a parlé tout à l'heure, il faut démarrer sur les problèmes de chez lui. Hein. Je vois dans les sciences participatives. Puis ça donne l'expérience et la légitimité après. Dans les sciences participatives que j'ai beaucoup lancées au muséum, ce qui marche très bien, c'est Papillon de mon jardin. Ce n'est pas la variation du climat en Chine. Les gens se sentent concernés. Alors après, ils vont comprendre que le papillon de mon jardin peut être influencé par les émissions chinoises de CO2, auxquelles on contribue. Parce qu'on râle sur la Chine, on oublie quand même qu'on leur achète une bonne partie de ces émissions de CO2 qu'ils produisent et qui sont au niveau global. Mais ce qui est clair pour nos jeunes, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'en préoccuper, il faut discuter avec eux.
Le problème des jeunes, après, c'est qu'ils ne sont pas aussi unifiés que cela. C'est ça qui me gêne un petit peu. Ils ont aussi des idéaux politiques. Hein. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? La jeunesse, c'est un fait qui est absolument essentiel. Et nous, bon, aujourd'hui, on les fait partir avec une course à handicap. Donc, il y a une injustice évidente, raison de plus encore pour s'occuper d'eux. Et ce que j'aime beaucoup dans la jeunesse, c'est qu'il y a beaucoup de filles. Hein. Ça, j'y tiens parce que je répète toujours, quand je fais mes cours au muséum ou ailleurs, on a tué la moitié des éléphants et des girafes en 40 ans. Ce n'est pas les femmes qui font ça. Voilà. Donc, je voudrais aujourd'hui ramener la question sur des choses essentielles. Quand j'ai vu les femmes africaines à la COP 21, mais j'étais émerveillé. J'aime bien être m'émerveiller, tu vois, c'est mon style de vie. Dans leur perception du changement climatique, dans leur perception des solutions qu'il fallait mettre en place, elles travaillent tout le temps. C'est elles qui pollinisent aujourd'hui les plantes en Chine parce qu'il n'y a plus d'abeilles, quoi. Tout le temps les femmes qui bossent. Hein. Et là, il y a vraiment aujourd'hui la non prise en compte du rôle de la femme dans la société. Et je terminerai sur un fait horrible, je ne sais pas si tu le connais, Élodie, sous le seuil d'extrême pauvreté, qui est donné par les Nations Unies à moins de $1 US par jour et par personne. Nous avons 70% de femmes. Alors, passé 25 ans, il y a beaucoup plus de femmes sur la Terre que de garçons. Donc, il y a quelque part des choses qui sont vraiment à regarder de très près aussi dans ces considérations qui sont là. Est-ce que parmi, ou au milieu plutôt de ce sentiment parfois d'impuissance ou de déception, est-ce qu'il y a des petites victoires qui ont jalonné comme ça ton expérience depuis ton engagement, depuis le début de ton engagement? Non, bien sûr, c'est pas. Mon but ici, c'est pas de vous voir tous repartir en étant. Non, c'est pas. Je cherche. Voilà. Si le constat est celui-là, c'est important sûr. qu'on le partage. Je veux dire, j'ai pas d'avis d'avis mais simplement, Non. Je trouvais que c'était intéressant. Je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir partager les petites victoires quand il y en a. Et ça n'enlève rien du constat que vous partagiez avant. Hein. Non, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir. Bien sûr, il y a des petites victoires. Je pense qu'aujourd'hui, c'est juste qu'elles ne sont pas encore assez grandes à nos yeux, mais bien sûr, hein, rien que voilà, le fait, nous, on a des dialogues, on a une relation très, très proche avec la Commission européenne, on travaille beaucoup avec eux, donc on est quand même écoutés. C'est juste que, encore une fois, j'y repensais en parlant, pourquoi est-ce qu'on a un G7 des jeunes? Pourquoi est-ce qu'on a un G7 des jeunes? Pourquoi est-ce que les jeunes ne vont pas directement au G7? Ça, c'est une question aussi. Pourquoi est-ce qu'on les met dans une instance à part? On leur demande de faire un rapport de 10 pages avec quelques propositions qui, quand on demande, tout le monde ne l'a pas lu, bien sûr, et on ne voit pas souvent des propositions qui viennent du G7 des jeunes dans les propositions du G7. Donc voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on est mis sur le côté, en fait. Après... Il faut que tu prennes ton micro quand même, Gilles. C'est comme les Jeux Olympiques handicapés, qui s'en souvient après, c'est pareil, hein, c'est terrible cette histoire-là. Hein. Non, mais je pense que c'était assez, c'était suffisant il y a peut-être une dizaine d'années quand ça a été mis en place. Et je pense que aussi au niveau politique, il faut le prendre au fur et à mesure, voilà, étape par étape. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens, quoi. Aujourd'hui, ça a encore du sens, mais je dirais que c'est pas suffisant. On n'a pas évolué en fait depuis 10 ans. On est toujours dans la même instance. Est-ce qu'on est mieux écouté ou pas qu'avant? Ça, j'en suis pas si sûre. Par contre, oui, je tiens à préciser que au niveau individuel ou collectif, il y a quand même des victoires. Il faut s'en réjouir. Moi, par exemple, je vais faire la pub pour la société dans laquelle je suis en ce moment en alternance. C'est Schneider Electric, tout à fait, qui était apparemment ici aussi à une table ronde. En fait, moi, au départ, je ne voulais pas vraiment aller dans le privé, parce que pour moi, le privé, justement, ça n'a pas assez de sens et les engagements souvent sont que superficiels. En fait, on a des engagements zéro carbone alors qu'on produit et on vend des produits qui sont plus carbonés que ce qu'on gagne en fait de par les engagements. Alors qu'à Schneider Electric, en fait, j'ai accepté l'alternance parce que, de part, ils ont des engagements vraiment impressionnants au niveau du groupe, mais aussi au niveau de leurs fournisseurs et avec toutes les personnes avec lesquelles ils travaillent, au niveau de la décarbonation et du développement durable, mais aussi de par leurs produits, de par l'innovation et la science et le R&D qui est mis en place par cette industrie, on va vers plus d'efficacité énergétique, c'est-à-dire plus d'efficacité dans notre consommation énergétique,
politique et donc, bien sûr, un impact aussi par le climat. Donc en fait, c'est pas juste des engagements du groupe, c'est aussi de par les produits, on fait un changement. Et ça, ce business a un sens. Bien sûr, ça reste un business, hein, je suis pas naïve, voilà, ça reste un business. Ils font du profit. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye le secteur public aussi. Hein. Voilà, c'est ça. À un moment donné. Mais donc voilà, en tant qu'alternante, peut-être, je vais faire un petit peu de pub, CDI bientôt, je sais pas, voilà, je prêche ma paroisse, mais j'ai l'impression de faire un changement parce que j'ai bien vu au cours de ces dernières années, de mes études de droit, de sciences politiques, qu'en fait le public, c'est très lent, c'est très bureaucratique, il y a plein d'impasses politiques, ça met beaucoup de temps à avoir un effet concret, alors que l'industrie, surtout avec des sociétés, là c'est une société française mais qui est multinationale, avec des engagements au niveau corporate, on peut avoir un impact assez rapide et assez important. Donc là, en l'occurrence, ça nourrit ton besoin de puissance, enfin l'opposé de l'impuissance dont on parlait tout à l'heure. Je me dis que j'ai trouvé une certaine forme de puissance par le milieu professionnel. Puissance d'agir. Donc c'est un moyen de trouver une puissance que je n'ai pas trouvée dans ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Pas encore, en tout cas. Merci de ce témoignage. Bah oui, c'est important. C'est important de reconnecter avec sa puissance d'agir, quoi, et de trouver les moyens de faire ça. Et si c'est pas exactement là encore au rendez-vous quelque part, le trouver ailleurs, c'est bien. Non, rien n'est parfait, mais je pense qu'il y a de quoi faire et il y a de très bonnes initiatives aujourd'hui. C'est juste qu'il faut aller au bout des choses. Et il faut laisser la place aux jeunes. On a des idées, on a une énergie, on a une perspective d'avenir aussi, un modèle de société dans lequel on voudrait vivre. Et je pense que c'est de par l'industrie, mais aussi le milieu politique, il faut nous laisser rentrer et il faut au moins nous écouter, quoi. On n'est pas des devins, on n'est pas des 10 heures de bonne aventure, mais on a aussi des idées et il faut juste nous écouter. Gilles ? Je te vois réagir. Tu sais où les jeunes ont un moyen, simplement aujourd'hui. Tu sais, il y a quelques années, le major de Polytechnique, il allait sur une entreprise qu'on connaît bien en France et il négociait son salaire. C'est fini. Le major de Polytechnique n'a plus du tout envie d'aller travailler chez ces gens-là. Et là, vous avez une puissance de feu. Alors, excuse-moi, mais tu es allé trop vite, j'ai pas compris, moi. Je dis qu'un jeune aujourd'hui, il allait chez Total, voilà. Oui. Négocier son salaire quand il était major de Polytechnique. Il a quoi ? Il négociait son salaire chez Total. Il négociait son salaire. C'est fini. Le major de l'X n'a plus du tout envie d'aller chez Total. Oui. On parle de Schneider ici, j'en connais plein d'autres. On va aller... Ça veut dire qu'il y a une vraie évolution sur les critères de choix. Il va parler RSE dès le départ, c'est-à-dire qu'il veut un sens à sa vie. Et s'il est très bon, il ne va pas bosser pour ces gens-là. Hein. Il va travailler sur... Et ces gens-là sont, tu as raison de le dire, sont le tissu intellectuel de nos réussites de demain, bien évidemment. Dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Et ça me donne de l'espoir. Hein. Dans le recrutement des gens à très haut niveau, il y a vraiment la prise en compte. Moi, qui me dit, un garçon, je prendrai le congé parental. Vous imaginez ça à Polytechnique il y a 20 ans? Mais c'est impensable. Donc c'est en train de changer. Et là, ils nous font beaucoup changer là-dessus. Parce que ces grandes boîtes, maintenant, ils changent pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à être performants. Et sans ces cerveaux-là, ils ne seront pas performants. Il faut le faire à tous les temps. Hein. C'est pour ça que le monde de l'entreprise va être aussi, de toute façon, est en train de se transformer. Il est bouleversé. Même le monde de la finance. Hein. Oui. J'étais à Shanghai il y a quelque temps. Les financiers chinois ont compris. Alors, ils ont fait des horreurs jusque-là, on est entièrement d'accord. Hein. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ils savent bien que ce n'est pas possible de continuer. Alors, je ne suis pas en train de défendre la Chine, mais quand ils prennent une décision, on l'applique. Nous, on n'applique pas grand-chose par rapport aux décisions qu'on prend. Donc, il faut les efforts de tous, en fait. Hein. Et c'est sûr que les jeunes, ils font partie du système complètement. Mais je crois, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche d'échéances qui sont compliquées. Hein. Donc je dis aux jeunes, il faut que les vieux, quelque part, leur mettent le pied à l'étrier sur ce qu'ils ont envie de faire. Hein. On ne va pas leur créer, nous, le monde dont ils n'ont pas envie. Ou leur ouvre des portes. Oui, mais ça se fait très bien. Tu parles du local, je vais raconter une histoire d'un écosystème pour vous faire amuser un peu. Je vous emmène à Montpellier, dans l'étang de Thau. Il y a un grand étang, et c'est des bonnes nouvelles qu'on discutait tout à l'heure. L'étang de Thau a été dépollué. Et je vous assure que c'est infiniment mieux au niveau de la qualité de l'eau qu'il y a 30 ans. C'est propre, le plongeur est content, le pêcheur est content, le promeneur est content, l'ostréiculteur est content, ça marche très bien. On va y faire une manip très locale, on va faire un inventaire des macro-algues, d'accord? Voilà, on passe la journée à ramasser des algues. Et après, je vous donne le livre de Feldman, qui est le monsieur qui a écrit en 1929 « La flore des algues françaises ». Et on reconnaît rien. Ah mais qu'est-ce qu'il a foutu Feldman en 1929 là? Je ne trouve plus rien. Et là je leur dis voilà,
En 71, on va emmener en France des huîtres américaines qui vont détruire les stocks français d'huîtres portugaises et huîtres plates que vous connaissez bien, et on va aller chercher alors une huître japonaise. Alors je donne le manuel des algues japonaises. L'étanto est devenu un écosystème japonais. Et ça c'est génial, parce que pour les écologistes, c'est une monstruosité. Pour un écologue, c'est un nouveau socio-écosystème qui s'est équilibré lui-même. Donc c'est là que justement le local est très intéressant au niveau des démonstrations. Alors le seul truc global qui marche mieux, c'est on est en train, bon an mal an, de reboucher le trou dans la couche d'ozone qu'on avait découvert. On va moins vite compenser parce que les Chinois ont réémis beaucoup, parce qu'on leur achète trop. Votre meilleure carte de vote, c'est votre carte de crédit. Il y a des tas de produits qu'il faut arrêter d'acheter. Donc voilà, l'espoir que je donne aux jeunes, de toute façon, on a dit tout à l'heure, il est trop tard pour être pessimiste. Il fallait qu'on le soit avant. Donc avec eux, on construit quelque chose, mais en tenant compte aussi, pas uniquement des peuples européens, américains ou japonais. Il faut faire ça aussi avec tous les pays africains, latino-américains ou de l'Asie du Sud-Est, bien sûr. Et vous savez, ils ont les mêmes questions que les nôtres. Quand j'enseigne en Ouganda, ou au Cambodge, ou en Argentine ou au Chili, j'ai les mêmes questions. Ça me rassure. Sur le cerveau des jeunes qui marche bien. Merci. Il nous reste encore un petit peu de temps. Du coup, je propose, Héloïse, que vous réfléchissiez à profiter de cette tribune avec laquelle vous vous débrouillez très très bien. C'est mieux que dans un salon, je vous confirme. Pas de sujet, pas de souci. Donc peut-être vous pouvez réfléchir au message que vous avez envie de porter encore là et de profiter de cette tribune. Et Gilles, je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai eu l'occasion de t'écouter sur la libellule. Moi, j'aimerais bien quand même, là, en conclusion, que tu nous reconnectes à ce vivant devant lequel on peut s'émerveiller, alors que ce soit avec la libellule ou d'autres merveilles du vivant qui, toi, t'émerveillent encore. Tu commences ? Tu peux y aller si tu veux. Oui, puis Héloïse conclura. Je crois qu'il me laisse la parole. Voilà, il veut conclure en fait. Vas-y. Non, mais... Non, ça va. Non, c'est très bien. En fait, moi, j'ai déjà l'impression d'avoir un petit peu parlé de Young European Leadership, de ce que je fais, etc. Et comme à Young European Leadership, on veut donner la voix aux jeunes, en tout cas donner une voix et leur donner une plateforme, je pense que je vais donner mon temps de parole à quelqu'un dans la salle qui aurait une question ou qui voudrait s'exprimer. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je ne sais pas s'il y a une question d'un jeune ou d'un moins jeune, quelqu'un qui voudrait s'exprimer sur le sujet de cette cérémonie de clôture. Avec plaisir. Il ne faut pas avoir peur. Moi aussi, je n'étais pas très à l'aise au début. Mais... Vous avez vu, pour elle, c'est une très belle première fois quand même. Voilà, ça, c'est pas une question, mais c'est un retour. C'est un beau retour, pas déjà. De question, non, écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Je pense que voilà, chacun a le droit à son moment de réflexion. Chacun doit prendre son temps de... Moi, ça a été vraiment un parcours. J'ai pas formé, je me suis pas fait une idée prédéfinie. Ça a été vraiment au fur et à mesure de mes études, de mes rencontres, des salons auxquels j'ai été et bien sûr de mon engagement associatif. Et aujourd'hui encore, je suis plutôt le type de personne qui va s'asseoir sur le côté ou à la table, mais qui va plutôt parler en dernier, après avoir écouté tout le monde, écouté toutes les perspectives, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui que des fois on a un peu du mal à en faire la synthèse. Donc voilà, c'est un cheminement, et donc les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas encore l'impression de savoir exactement ce qu'ils veulent aussi dans la vie, mais aussi dans quoi ils veulent s'engager, c'est totalement normal. Moi, c'est pas inné, donc pas de souci de ce côté-là. Et donc voilà, peut-être pour terminer, je pense que terminer sur une note positive, c'est intéressant. Je pense que la jeunesse, on a beaucoup à faire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau local, au niveau global. Je pense qu'en fait... notre voix, elle est entendue, mais elle n'est pas assez prise en compte aujourd'hui. Donc, je peux juste vous inviter à vous mobiliser encore plus. Et si vous avez besoin d'une plateforme, n'hésitez pas à me contacter directement. Je pense que sur le site, vous aurez mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas. On a les bras ouverts et je serai heureuse de vous aider à faire ce cheminement avec moi. Merci beaucoup. Merci. Alors, Gilles, comment tu pourrais nous embarquer, nous émerveiller là pour... D'abord, une petite histoire de pieuvre à Monaco. On avait une série de bassins avec un poulpe, un grand poulpe d'un côté, et la pièce faisait une vingtaine de mètres, et il y avait des coquilles Saint-Jacques à l'autre bout.
Et un matin, j'arrive au labo, on avait mangé mes coquilles. Il restait les coquilles, mais il n'y avait plus de chair dedans. On me dit, tiens, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain, ça recommence. Alors là, je vais planquer la nuit. Il y a un humain qui vient manger mes coquilles pendant la nuit. La lumière s'éteint à 10h30. À 10h35, le poulpe du bout du bassin sort de son bassin. Il fait 30 mètres au sol. Il rentre dans le bac des coquilles. Avec 8 bras, vous imaginez, la coquille, elle n'a aucune chance. Hein. Il ouvre la coquille, hein. Il mange tout. Il revient dans son bassin. Et là, j'en ai pleuré. Il retire le couvercle sur sa tête. Voilà. Ni vu ni connu. C'est ça l'émerveillement qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ça qu'on est en train de casser aujourd'hui. Autre histoire de poulpe, vous avez 2 grands mâles qui se battent dans un coin et une dizaine de femelles qui attendent à côté. Le bon vouloir du grand mâle qui va gagner. Arrive un tout petit. En 1 seconde, il a compris la situation. Il n'a aucune chance en combat singulier contre les 2 gros. Et vous savez que les poulpes, ils changent instantanément de couleur, hein, comme un caméléon. Alors les femelles sont zébrées de vert et de bleu. En 1 seconde, ils deviennent femelles. Ils sèchent aussi? Comment? C'est pareil, c'est la même chose. En 1 seconde, il change de couleur. C'est une sèche, oui, une grande sèche. Et il prend la couleur des filles. Il s'approche des filles, il n'a pas la même odeur qu'une femelle, donc elle savent bien que c'est un garçon. Il les féconde toutes. Et les 2 grands continuent à se battre, plein de plaies et plein de bosses. Et quand les 2 gros ont fini de se battre, qui a fécondé les femelles? Pas le plus fort, mais le plus malin. Voilà. Et c'est ça, c'est ces leçons-là que la nature donne en permanence. Et je finis sur ma libellule, c'est même pas 1 minute. La libellule, elle a 345 millions d'années. On trouve des grandes libellules de 1 mètre dans les gisements de charbon de Commentry en France. Elle vole à 90 km/h avec 2 watts. 9 techniques de vol. Elle encaisse 30 G en accélération. Je vous emmène sur les manèges de Bordeaux, là. Vous payez 10 € à 4 G, vous vomissez votre 4 heures et vous êtes content. Comment elle fait? Elle a des capteurs de vol qui auraient empêché l'accident du vol d'Air France en rentrant de Rio il y a quelques années. C'est tout ça. Et ça, on passe notre temps à mettre des parkings sur les mares et puis à mettre des pesticides dedans. Donc voilà, ma conclusion, c'est, et ça, les jeunes doivent en être convaincus, se battre pour ça, arrêter l'imprévoyance. Culture de l'impact. Chaque fois que vous faites quelque chose, qu'est-ce qui peut se passer? Ça développe les neurones, vous ne ferez pas d'Alzheimer et vous serez ravis parce que vous aurez prévu beaucoup de choses. Deuxième aspect, tuer l'arrogance, surtout chez les garçons. Et enfin, arrêter la cupidité. Et à ce prix-là, je pense effectivement qu'avec nos jeunes et grâce à eux, on a des chances que l'on puisse s'en tirer. Ça veut dire que l'humain doit changer non seulement au niveau technique, tout ce qu'on fait au niveau politique, mais les politiques ne savent pas nous faire changer là-dedans. C'est à nous individuellement de changer là-dedans. Le vivant est toujours là parce qu'il s'est adapté tout le temps, et il s'est adapté parce qu'il a changé. Et nous, on ne change toujours pas. Bien, merci.